Nous sommes le 21 mars, c'est le début du printemps, c'est aussi le moment idéal pour s'adonner à une petite séance de rangement et de nettoyage, si vous en avez le courage du moins. Alors il y a des professionnels qui peuvent vous aider à évoluer sur ces questions-là. Vous en faites partie, Nathalie Cray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire de la FBPO, c'est la Fédération belge des professionnels de l'organisation. Première question, vous avez traversé nos bureaux, vous êtes actuellement dans notre studio. C'est très bien organisé. C'est très bien organisé parce que les téléspectateurs et les auditeurs peuvent nous voir, que ce soit sur le web ou en télévision. D'accord, c'est un premier bon point, tant mieux pour nous. Voilà, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec vous. Ce qui était intéressant, c'est de savoir que c'est la semaine de l'organisation. Elle a démarré déjà hier, c'est jusqu'au 26 mars. Alors, on ne savait même pas que ça existait, cette semaine de l'organisation. C'est votre fédération qui l'organise et ça fait longtemps que ça existe ? Oui, alors notre fédération existe depuis 2017 et c'est la 3e année que l'on organise la semaine belge de l'organisation pour mettre en lumière justement notre métier de home organizer, donc de coach en rangement pour aider les gens à diminuer le stress dans leur vie quotidienne. C'est surtout ça qui est notre but. Et ce métier de home organizer, c'est un métier qui est assez récent ? Oui, c'est un métier qui est assez récent, qui vient des États-Unis à la base et qui est arrivé chez nous avec la société de surconsommation et le fait que les gens soient de plus en plus dans cette accélération du temps et donc ils n'ont plus le temps de pouvoir ranger chez eux et de prendre aussi du recul par rapport à leur organisation. Et comme la vie change tout le temps, on a un nouveau travail, on a des enfants qui naissent, on a des personnes qui partent, des déménagements, des changements de carrière, etc. Et donc tous ces changements font suivre en tout cas d'autres changements dans notre organisation du quotidien. Et nous, on aide les personnes à prendre de la hauteur par rapport à ça, en les accompagnant tout simplement. Et vous partez du principe que le désordre qu'on peut avoir dans notre vie est source de stress et peut même créer toute une série de pathologies comme des burn-out par exemple ? Oui, tout à fait. Alors ça peut en être la cause, mais ça peut aussi être tout simplement lié à un symptôme. Un symptôme. Le désordre est un symptôme généralement, et donc c'est pour nous une porte d'entrée d'un accompagnement vers un mieux-être en les aidant à remettre de l'ordre, parce que quand on remet de l'ordre dans ses affaires, quand on fait du tri, quand on désencombre, quand on réorganise, on fait bien plus que trier des objets. On fait des prises de conscience de ce qui nous a amené là, et ça aide vraiment la plupart des personnes à diminuer vraiment ce stress. Et qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui vivent dans un désordre organisé ? Il y a certaines personnes, ça. J'ai l'impression que vous parlez de vous, Jim, non ? Ah non, mon désordre n'est même pas organisé. Il est assumé. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi je me complais comme ça, c'est ma manière à moi d'évoluer. Oui. Les choses ne sont peut-être pas bien rangées, mais au moins je sais où elles sont. Est-ce que c'est une fausse excuse, ce genre de phrase ? Alors c'est pas une fausse excuse. Je pense que chacun a un seuil de tolérance par rapport à son désordre. Et puis il y a des personnes qui sont fort touchées par ce que pourraient penser les autres et donc qui vivent aussi un peu à travers le regard des autres. Nous, les personnes qu'on accompagne, c'est les personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui demandent de l'aide parce qu'elles en souffrent. Et effectivement, tout le monde n'en souffre pas. Donc, on n'oblige personne et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Ça, c'est un principe de base. Mais je pense que ça pourrait être une fausse excuse, effectivement, parce qu'on n'a pas envie de regarder. On n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie de chipoter et on préfère effectivement se complaire, comme vous disiez. Ça peut être ça. Mais on accompagne d'abord les personnes qui en souffrent en priorité. Et comment on travaille un coach professionnel ? Admettons si effectivement je souffre de cela et donc je fais appel à vos services. Oui. Comment vous commencez ? Vous faites d'abord un diagnostic ? Exactement, oui. La première chose, c'est généralement un appel téléphonique ou un appel en visio. Aujourd'hui, on a la visioconférence qui est très chouette aussi, qui permet justement de faire connaissance avec la personne, d'écouter son problème. Et puis, on fait une première visite qui est un diagnostic. Ça dure environ 1 heure et demie, où on fait le tour de l'habitation avec la personne pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale. Mais ça peut être aussi une visite diagnostique chez des professionnels qui ont besoin de réorganiser leur entreprise ou qui ont vraiment besoin d'avoir une personne extérieure qui vient apporter un regard neutre aussi sur la situation. Et après ça, on prend ensemble différents rendez-vous pour pouvoir planifier l'intervention. Et ça se fait généralement en plusieurs étapes.
Et il y a de plus en plus de demandes de personnes qui font appel à vos services? Oui, parce que c'est un métier qui commence à être connu et qui arrive vraiment dans cette période où tout le monde a trop. On est vraiment dans cette époque du trop. D'ailleurs, c'est même rentré dans le langage des plus jeunes. Hein. Oh, il est trop mignon, c'est trop beau, c'est voilà. Et on est vraiment dans cette société du trop. Et je pense que oui, c'est ça. C'est vraiment un métier dans lequel, en tout cas, qui est de plus en plus connu et les personnes ressentent maintenant le besoin d'être accompagnés. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément bordélique. Hein. J'entends souvent, moi ça va, c'est bon, je ne suis pas bordélique, je n'ai pas besoin d'aide. Et puis, il y a des personnes qui se disent, mais oui, tout compte fait, j'aurais quand même bien aimé avoir un regard de pro sur mon organisation, ma façon de ranger, mon intérieur, tout simplement. Et dans une ville comme Bruxelles, on vit déjà et on est probablement amené à vivre dans des espaces de plus en plus petits et parfois à passer de plus en plus de temps à la maison, notamment avec l'essor du télétravail. Est-ce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, maintenant dans des émissions aux États-Unis notamment, des techniques de rangement pour gagner de la place, ça se voit aussi en Asie avec des armoires cachées, les choses pliées de plus en plus. Oui. C'est quelque chose auquel vous êtes confronté ici ? Les habitations, effectivement, sont maintenant, celles qu'on construit, en tout cas, sont de plus en plus petites. Donc, c'est important de pouvoir optimiser la place et réfléchir à la façon d'organiser son espace. Mais on doit passer par une étape de désencombrement, souvent, parce qu'il faut pouvoir choisir alors avec quoi on va vivre pour pouvoir justement faire des pliages, comme vous dites, pour mettre dans des armoires cachées, etc. Et donc, c'est de voir comment on peut repenser l'espace, surtout, effectivement, avec le télétravail. Aujourd'hui, on a parfois besoin d'avoir un bureau nomade, c'est-à-dire un bureau qui peut être dans le living et puis dans la chambre ou dans d'autres petits espaces. Et les gens bougent et c'est important d'avoir des pièces qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Mais à partir du moment où une pièce a plusieurs fonctions, ça peut entraîner facilement du désordre. Donc c'est d'aider aussi les gens à voir dans leur comportement au quotidien comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que ça soit le plus efficient possible. Parce que j'imagine qu'il faut savoir se débarrasser de certaines affaires encombrantes, mais parfois aussi il faut acheter pour désencombrer, pour avoir des rangements plus efficaces, des bureaux qui se déplacent. Oui, tout à fait. Ça peut être des achats, mais ce n'est pas les premières choses qu'on va faire avec les personnes. Très, très souvent, quand j'accompagne des personnes pour désencombrer chez elles ou pour réorganiser, on utilise ce qu'elles ont déjà en priorité et on essaye de repenser avec les objets qu'elles possèdent déjà, parce que c'est tout à fait contre-productif de commencer à aller acheter des armoires ou des boîtes avant d'avoir fait un travail en amont, de se dire tiens, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce qui est encore utile aujourd'hui, comment est-ce que je les utilise, à quelle fréquence je les utilise, est-ce que je dois les utiliser dans telle ou telle pièce. Donc il faut d'abord vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a comme volume et après repenser les rangements avec aussi des professionnels avec lesquels on s'associe souvent, comme des menuisiers par exemple, qui peuvent vous aider à créer de beaux espaces. Il y a aussi beaucoup d'émotionnels qui entrent en jeu, parce que quand on doit se débarrasser de choses, ça veut dire qu'on se débarrasse de certains souvenirs. Et c'est ça finalement la difficulté qu'on a aussi, c'est d'arriver à lâcher tout ça. Oui, tout à fait. Vous devez être un peu psy aussi. Un peu, oui. C'est 80% d'émotionnel très souvent. On a beaucoup de personnes qui sont extrêmement sentimentales et qui gardent beaucoup d'objets souvenirs ou d'objets parce qu'on me l'a offert ou bien parce que j'en ai hérité. Et donc il y a toute la loyauté aussi qu'il y a là derrière, le sentimentalisme. Donc c'est important de pouvoir vraiment poser les bonnes questions en fait aux personnes qu'on accompagne. Et c'est ça, c'est un vrai travail de questionnement et de coaching aussi, de pouvoir aider ces personnes à se défaire ou pas, parce qu'elles ont quand même encore le droit, et c'est encore à elles que revient la décision finale de est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas. Et puis il y a aussi toute cette notion de gaspillage dont les personnes ont très peur aujourd'hui, de dire mais c'est encore en bon état, je ne vais quand même pas le jeter. Mais là il y a justement des conseils que vous pouvez donner de qu'est-ce qu'on en fait. Finalement toutes ces choses dont on se débarrasse, on ne va pas forcément les jeter. Effectivement, donc ça c'est très important à passer comme message aussi, c'est que quelqu'un qui vient, une home organizer qui vient chez vous ne va certainement jamais vous obliger à tout jeter ou à vous débarrasser ou défaire, vous détacher de tout ce que vous n'utilisez pas, mais va vous donner des pistes
de voilà où vous pouvez le donner, voilà si ça a encore une vraie valeur marchande et que ça en vaut la peine, et le temps que que vous allez y consacrer, est-ce que ça vaut la peine de le revendre, ou voilà où vous pouvez le revendre, etc. Donc il y a des tas de façons de pouvoir se défaire d'un objet sans pour autant le jeter. Il y a moyen de reporter le problème aussi, de le ranger ailleurs. Il y a des garde-meubles, il y a des plus grandes caves, il y en a qui sont comme ça. Aujourd'hui, on voit vraiment que les garde-meubles ont beaucoup de succès, mais effectivement, c'est reporter le problème. C'est reporter le problème parfois sur plusieurs générations. Oui, parce que justement, vous parliez de moments clés dans la vie parfois où un home organizer peut être là pour vous aider. Vous avez évoqué le déménagement, le décès d'une personne peut être aussi un moment où vous intervenez. Oui, tout à fait, parce que on intervient aussi avant. Donc quand les personnes se disent « Mon Dieu, je ne veux pas laisser tout ça à mes enfants », c'est aussi le bon moment pour faire appel à une home organizer. Et effectivement, quand on a un décès et que les personnes se retrouvent devant l'ampleur de la tâche, en ayant déjà elles-mêmes parfois beaucoup d'encombrements chez elles, leur propre vie, des enfants, des petits-enfants, c'est très très compliqué. On se retrouve face à des personnes qui s'effondrent et qui se disent « C'est impossible à gérer ». Donc oui, on intervient dans ces moments-là. Alors on a beaucoup parlé rangement, objets, etc. Mais il y a aussi de l'ordre virtuel. Ça existe. Parfois, un ordinateur est terriblement en désordre, même si ça ne se voit pas vraiment. On peut aussi devoir mettre de l'ordre dans son agenda. Là-dessus, vous intervenez aussi. Oui, tout à fait. Tout ce qui est gestion du temps, gestion de l'agenda, de pouvoir aider aussi les personnes à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elles remplissent aussi, parce que c'est du remplissage également de l'agenda. C'est de voir finalement quelles sont les priorités. Donc on va vraiment les aider à se concentrer sur leurs priorités. Et là aussi, il y a la solution de reporter le problème et de mettre ça sur le cloud, non ? Oui, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une société qui nous montre que c'est bon, tu peux avoir beaucoup, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Or, ces solutions, au bout d'un moment, elles coûtent cher aussi, parce que acheter de l'espace de rangement, de l'espace de stockage, ou louer, etc., de l'espace de stockage, ça aussi, ça semble être une solution, mais à la fin, moralement, ça devient difficile. Et le cloud, ça coûte cher à l'environnement. On le dit assez, mais on ne s'en rend pas vraiment compte aussi. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est combien ça coûte ? Évidemment, ça dépend de la façon dont vous intervenez, mais on peut avoir une petite idée, une fourchette de prix ? Oui, alors une fourchette de prix pour un coaching en rangement, c'est entre 50 et 70 euros de l'heure. Maintenant, c'est un prix qui est global, mais c'est rare d'avoir quelqu'un qui intervient chez vous pour 1 heure. Donc, c'est souvent des packages. En fait, on vous donne une intervention à la journée ou 3 interventions, 3 journées d'intervention. Donc, tout ça, c'est à peu près dans ces prix-là, effectivement. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait poser les bonnes questions face aux personnes que vous rencontrez. C'est quoi vos techniques à vous ? On sait qu'il y a des choses maintenant qui sont connues, de savoir si on a utilisé tel ou tel objet durant l'année écoulée, les sentiments que ça nous procure quand on les voit. C'est avec ça que vous fonctionnez ? En partie, oui. Maintenant, ça dépend effectivement de la personne que j'ai en face de moi et de voir quel a été son vécu. Donc, c'est de voir ce qui lui vient comme pensée quand elle est devant cet objet, qu'est-ce qu'elle ressent effectivement, et puis après c'est de se dire mais quelles sont les solutions qui s'offrent à toi, quelles sont les solutions auxquelles tu as déjà pensé, est-ce que tu as déjà pensé à cette solution-là, donc voilà, on a vraiment ce style de questions. Et quand on va sur votre site internet, on trouve l'onglet trouver un organizer, mais on trouve aussi celui devenir un organizer. Alors comment est-ce qu'on devient coach professionnel en rangement ou en organisation ? Alors on a sur notre site internet de la fédération, on a plusieurs formations qui sont reconnues par donc la fédération. C'est une formation qui va vous aider justement à accompagner quelqu'un avec toutes les techniques de rangement, toutes les méthodes qui existent, comment aider les personnes à trouver aussi leur propre méthode. Et donc, ce sont des stages, il y a des formations théoriques et puis des stages pratiques aussi pour devenir coach en rangement. Voilà, donc pour se familiariser un petit peu plus avec tout ça, s'organise donc cette semaine, la semaine de l'organisation. Et c'est sur votre site internet qu'on peut retrouver les informations FBPO. Oui. Merci beaucoup Nathalie Craé d'être venue nous voir. On rappelle, FBPO, c'est Fédération Belge des professionnels de l'organisation.